Peut-on réduire une personne à l'activité biochimique de son cerveau? Sommes-nous plus que notre cerveau? Le philosophe Marcus Gabriel face aux neurosciences, il est l'invité du Grand Angle. Bonjour Marcus Gabriel. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes philosophe, un jeune philosophe. Vous êtes professeur de philo à l'université de Bonn en Allemagne et vous dirigez aussi à Bonn le Centre international de philosophie. Vous êtes aussi professeur invité à la Sorbonne. Vous avez créé récemment un réseau universitaire entre Paris, Berkeley, Cambridge, Oxford et Bonn, bien sûr. Vous échangez entre universitaires. Vous avez notamment publié Pourquoi le monde n'existe pas. C'était traduit en français en 2014, je crois, chez Jean-Claude Lattès. Et puis ce nouveau livre, toujours chez Jean-Claude Lattès, Pourquoi je ne suis pas mon cerveau, sous-titré La philosophie face aux neurosciences. Alors, vous étudiez les rapports entre conscience et cerveau, entre notre esprit et notre cerveau. C'est une histoire ancienne parce que ça va de Platon à Freud en passant par Descartes. Mais qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le philosophe serait menacé par les neurosciences? Oui, parce qu'en réalité, aujourd'hui, on a commencé à comprendre vraiment comment marche notre cerveau. Donc, il y a beaucoup plus de complexité dans notre cerveau que, par exemple, Descartes pensait. Donc, les termes d'analyse ont assez changé. Alors, c'est vrai que jusqu'ici, on ne connaissait pas grand-chose de notre cerveau. Mais l'imagerie médicale, les nouvelles technologies d'investigation par tous ces appareils comment on appelle ça, d'imagerie, justement, nous permettent d'en savoir beaucoup plus. Donc ça, c'est plutôt un progrès. C'est un progrès pour la médecine. Mais pour le philosophe que vous êtes, c'est un danger. Oui, c'est un danger et c'est peut-être même le contraire d'un progrès. Parce que maintenant, il y a une grande tendance de réduire la connaissance de soi à des événements anonymes qui se déroulent dans notre cerveau sans nous. Donc, il y a vraiment une menace pour le concept de notre liberté. Alors, on va reparler de la liberté après, mais vous parlez beaucoup vous utilisez souvent dans votre livre ce concept de neurocentrisme. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le neurocentrisme? Alors, le neurocentrisme, c'est l'idée selon laquelle nous sommes identiques à notre cerveau. Donc, tout ce que je pense, tout ce que je fais en tant qu'être humain, en tant qu'être conscient, n'est qu'un événement ou série d'événements dans mon cerveau. Ça, c'est le neurocentrisme. Et le neurocentrisme, donc, affirme qu'on peut mieux comprendre l'être humain à travers la neurobiologie que, par exemple, en littérature, dans l'histoire de l'esprit, etc. Et ça pose un nouveau danger à notre connaissance de nous. Donc vous, d'une certaine manière, vous vous opposez à ce neurocentrisme. Oui, oui, radicalement. Je pense que le neurocentrisme, c'est une grande idéologie de notre temps. Alors, on parle beaucoup aussi du moi. On sait que Freud a popularisé ce concept du moi. C'est quoi le moi pour vous? C'est-à-dire, c'est dire je, c'est avoir une personnalité, en quelque sorte? Oui, je pense que le moi, le philosophe Daniel Dennett, le philosophe américain, a dit assez bien que le moi, c'est quoi? C'est le centre de gravitation narrative. Hein? C'est-à-dire, le moi, je suis la totalité de ce qui est vrai à propos de mes pensées. Je suis un penseur, c'est ça, un être humain. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, que la machine ne va pas pouvoir trouver. C'est une valeur ajoutée de notre cerveau. Oui, parce que nous vivons à l'aune de notre image de nous. Donc, à ce moment, par exemple, les spectateurs ont des images, des attentes, des idées par rapport à la chaîne de TV5, à vous, à moi, etc. Et cette totalité des images, c'est ça la pensée. Donc, la pensée n'est pas une activité d'intelligence artificielle, mais plutôt l'imagination. Alors justement, à propos d'intelligence artificielle, vous en parlez beaucoup dans ce livre, on peut dire que les sciences, aujourd'hui, ont la prétention d'expliquer notre cerveau, de décrypter, en fait, la matière cérébrale. Oui, oui. Et ça peut marcher très, très bien, mais quand même, il y a aussi de l'immatériel dans l'univers. Par exemple, ma pensée qu'à ce moment, Angela Merkel est aux États-Unis. Hein. Cette pensée est immatérielle. On ne peut jamais localiser cette pensée dans sa totalité dans mon cerveau. C'est vrai que l'imagerie numérique, maintenant, parvient à localiser les endroits de l'activité cérébrale. Oui. En quoi est-ce que ça gêne le philosophe que vous êtes? Ça va très bien.
Oui, mais il y a une fallacie là-bas, hein. Si on identifie l'endroit actif dans mon cerveau au moment où je pense la pensée que Angela Merkel se trouve à ce moment à Washington n'est qu'une condition nécessaire pour ma pensée. Ma pensée est toujours plus que ça. Vous dites que la science, en fait, ne pourra jamais percer tous les secrets du cerveau. Oui, ça c'est impossible. Il y a beaucoup de raisons pour ça. D'abord, le cerveau est trop compliqué pour ça, hein. C'est le système plus compliqué qu'on connaît dans notre univers. C'est plus compliqué que, par exemple, la vie, même la Voie lactée. Alors, vous avez parlé de la question fondamentale qui est la question de notre liberté individuelle, ou plutôt, il faudrait dire, de notre libre arbitre. Parce que vous faites la différence entre la liberté qui est notre liberté d'agir, notre liberté d'action, et le libre arbitre qui est la liberté de la volonté. C'est pas pareil. Oui, c'est pas du tout pareil. Oui. La différence, c'est ça. La liberté d'action, c'est quoi? C'est ma capacité de faire ce que je veux, hein. Donc, je veux acheter une maison, je le fais, hein. Donc, ça, c'est la liberté d'action. Et la liberté de la volonté n'est pas une action. La liberté de la volonté, c'est plutôt une autodétermination au niveau de mon imaginaire, hein. La liberté de ma volonté n'est pas une action dans moi. C'est quelque chose beaucoup plus abstrait qui se déroule dans une dimension immatérielle de la réalité. Et cette liberté de la volonté, ce libre arbitre, aujourd'hui, serait menacé d'une certaine manière par les neurosciences? Oui, parce qu'on peut jamais trouver le libre arbitre dans le cerveau, hein. Et ça a conduit à certains neuroscientifiques à la négation de l'existence même du libre arbitre, parce que ça ne se trouve pas dans le cerveau, hein. Ni la conscience. Personne n'a jamais trouvé la conscience dans le cerveau. Mais est-ce que on pourrait dire que notre cerveau décide pour nous, décide à notre place de certaines actions, un petit peu comme vous parlez de Facebook et de Google, qu'on pourrait comparer à une sorte de super cerveau qui anticiperait en fait nos volontés et qui choisirait d'une certaine manière à notre place. C'est ça le travail des algorithmes, où finalement l'ordinateur oriente notre volonté, notre choix. Oui, mais l'orientation de notre choix n'est pas une obligation ou une coercion. Donc, nous resterons toujours libres. Même si les algorithmes nous déterminent d'une certaine façon, hein, il ne peut nous déterminer que grâce à notre liberté. Donc, la détermination à travers notre servitude volontaire par rapport à des grandes entreprises californiques, etc., c'est une autodétermination. C'est une servitude volontaire. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces grandes entreprises de la Silicon Valley, de Elon Musk par exemple, qu'on appelle les transhumanistes ou les post-humanistes? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie qui dit que finalement la machine pourrait remplacer notre cerveau, Je pense nous rendre d'une certaine manière immortels? Je pense que c'est une manière d'être religieux. Je pense que ce qu'ils font à ce moment dans le Silicon Valley, c'est une théologie matérialiste. Donc c'est qu'une théologie et une métaphysique. Et je pense que toute cette théologie, c'est en réalité une forme d'idéologie inventée pour que nous achetions les produits, leurs produits. Donc c'est une manière de vendre un produit. Tout le monde veut être immortel, en fait. Idéologie contre laquelle vous mettez en garde. Vous dites attention, danger. Oui, danger. C'est une drogue. C'est comme dans la série Breaking Bad. Vous en parlez, oui. On nous vend une drogue plutôt qu'une réalité. Une drogue presque immatérielle, presque invisible. Une drogue sans drogue. Mais vous ne pensez pas qu'un jour on pourra télécharger notre cerveau sur un disque dur et atteindre d'une certaine manière l'immortalité? En tout cas, notre pensée, notre cerveau deviendrait immortel. C'est impossible parce que notre cerveau, en tant que tel, c'est une entité, c'est quelque chose de biologique, essentiellement biologique. Donc, se télécharger en Internet, c'est une manière de se suicider. C'est le suicide plutôt que l'immortalité. Ce serait le suicide peut-être d'une certaine manière physique, mais notre cerveau serait transféré sur Internet.
Pas Ça notre paraît, cerveau. ça paraît Ouais, complètement ouais. fou, mais d'une certaine manière, ça paraît assez réaliste. On a l'impression qu'on pourrait arriver à ça dans quelques années. Ouais. Non, non, d'un point de vue biologique, c'est complètement impossible. Donc, de ce que nous savons aujourd'hui en biologie et en neurobiologie, ça va être impossible pour toujours, parce que notre cerveau, en tant que système chimique, est trop compliqué pour ça. Hein. Notre cerveau n'est pas du tout numérique. Hein, les lois du cerveau, les lois biologiques ne sont pas gouvernées par 0,1. Donc la logique du cerveau, c'est une logique plus compliquée que la logique des numériques. On a l'impression que votre ambition, votre combat en tant que philosophe, c'est de défendre les sciences humaines. Absolument. Les sciences humaines, c'est-à-dire la philo, la psychologie, vous parlez beaucoup de Freud, contre ce qu'on appelle justement ces transhumanistes qui pensent que les technologies vont d'une certaine manière sauver l'humanité. En fait, c'est ça, vous voulez rendre à la philosophie et à la psychologie ces lettres de noblesse. Absolument. Je pense que la philosophie est encore le centre de l'activité scientifique et que nous avons besoin de beaucoup plus de philosophie dans notre ère extrêmement idéologique et ébranlée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons absolument besoin d'un retour des Lumières, le projet des Lumières combiné avec un certain existentialisme. Et c'est quoi l'existentialisme? C'est un humanisme. Vous parliez tout à l'heure d'Angela Merkel et de Donald Trump. Qu'est-ce que vous pensez des rapports entre le nouveau président américain et la vérité ? Oui, exactement. On voit déjà que le nouveau président américain a vraiment des problèmes avec le concept des vérités et des faits. C'est pour ça que je défends un nouveau réalisme en philosophie. Et c'est quoi le réalisme? C'est l'acceptation de l'indépendance des faits. Donc, il faut défendre les faits contre la fiction et contre la science-fiction produite à ce moment en Californie. Oui. Et aussi à Washington, on pourrait dire que manière Donald Trump et de la science-fiction politique. Merci beaucoup Marcus Gabriel, je renvoie au titre de votre livre passionnant, La philosophie face aux neurosciences, pourquoi je ne suis pas mon cerveau, pourquoi je ne suis pas que mon cerveau et plus que mon cerveau. Merci beaucoup.